Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine Liberté Plus Mag. Comme vous l'aurez constaté, ce n'est pas notre plateau habituel. Cela se justifie par le fait que Liberté Plus s'est déplacé aujourd'hui vers son invité d'aujourd'hui, de ce jour. Il s'agit bien de professeur Jean-Bédel Iyoka, à qui je dis déjà bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Professeur Iyoka, pour nous, vous n'êtes pas une personne à présenter, hein? Mais pour nos lecteurs, ceux qui voudront vous connaître davantage, qui est le professeur Jean-Bédel Iyoka? Bon, pas toujours facile de se présenter, hein? Mais on va simplifier les choses pour nos téléspectateurs ou nos auditeurs. Plutôt que d'aller dans une longue joute sur notre CV, on peut très brièvement nous présenter comme étant enseignant des universités, docteur en sciences politiques et également coordonnateur national de l'ASBL Le Citoyen, une organisation sans but lucratif qui travaille depuis 2007 dans l'éducation citoyenne, la sensibilisation à l'éveil patriotique et l'autoprise en charge, voilà, des jeunes. Voilà très brièvement ce que nous pouvons dire par rapport à ce cadre-ci. Partons de cette présentation, cher professeur. Quel contenu vous donnez à cette expression qui dit, je cite, « Si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous ». Ben, tout simple, parce que la politique, tient au jeu de pouvoir. Et le pouvoir est entendu aussi bien dans le cadre des relations interpersonnelles comme étant une interaction entre deux parties, de sorte que l'une exerce une influence sur l'autre et fait appliquer sa position dominante dans le cadre des relations interpersonnelles, que extrapoler dans le cadre où le pouvoir est, du point de vue de la science politique, considéré comme le plus achevé au sein de l'État. Il tient aux exigences de gouvernement et de gestion de la cité. Et donc vous comprenez que dans un cas comme dans un autre, eh ben, le citoyen, d'où qu'il se trouve, est obligé et tenu de s'occuper de la politique, parce que la politique tient à ces jeux-là qui imposent les mécanismes d'interaction, des rapports de pouvoir. Et donc vous comprendrez que si l'on ne s'intéresse pas à ce rapport de pouvoir, ben, on va les subir, parce que notre propre vie dépend bien entendu de ces enjeux-là. Alors, cher professeur, janvier 2024 et janvier 2025, ça fera plutôt plus une année que le chef de l'État exerce les pouvoirs dans le cadre de son second mandat. Pour vous, quelles sont les perspectives d'avenir? Alors, c'est une année, les 4 prochaines années. Comment est-ce que vous les entrevoyez? Avant d'entrevoir les perspectives sur les 4 prochaines années, je pense qu'on peut dire un mot, juste une phrase sur l'évaluation du gouvernement, de l'État, tel qu'il est conduit par le président de la République. Pour indiquer que depuis sa prise de pouvoir en janvier 2019, premier mandat, il ressort clairement une volonté d'aller de l'avant. Il y a une claire volonté d'aller de l'avant, mais on va quand même reconnaître l'existence de plusieurs pesanteurs qui
entament ou qui ont entamé d'une certaine manière l'efficacité, la qualité, l'efficacité et la qualité de gouvernement. Il y a bien entendu les contingences d'ordre politique interne, mais il faut également prendre en considération la problématique liée à l'efficacité des acteurs, en considérant là-dedans la complexité et ou les contraintes qui sont liées à la nature de notre système politique. Ce qui d'ailleurs, bien entendu, porte, j'espère que nous l'évoquerons, à porter la motivation de le citoyen à notamment suggérer le changement de la Constitution, parce que dans le cadre du régime politique qui est le nôtre, l'action du chef de l'État est fonction des rapports des forces politiques à l'intérieur du système. Même dans le contexte d'une majorité qui est la sienne, mais il y a des équilibres de pouvoir qu'il faut prendre en compte. Et en ce moment-là, dans la mesure où sa responsabilité exécutive est secondaire, cette responsabilité étant celle du gouvernement qui assure la gestion courante des affaires de l'État, eh ben, la qualité du gouvernement, l'efficacité de la conduite de la politique du chef de l'État, de la vision politique du chef de l'État est fonction de l'efficacité du gouvernement. Voilà, ça c'est un élément fondamental à prendre en compte parce que on l'évaluera, mais Tshisekedi n'a pas forcément toutes les coudées franches, sinon que les attributions qui sont assez marginales constitutionnelles, parce que du point de vue de la Constitution, les attributions spécifiques du chef de l'État ne sont pas nombreuses. Le champ d'action du chef de l'État est amplifié dans un cadre heureux, celui-ci, où il est le chef en même temps de la majorité, et en ce moment-là, il est le patron politique de l'ensemble des animateurs du gouvernement principalement et des autres. Et comme je disais, cela ne suffit pas. C'est comme ça que je faisais cette observation sur le fait qu'il y a certes la détermination, il y a la volonté qui est perceptible, bien entendu, toute entreprise ayant ses faiblesses, mais il y a également nécessité de considérer d'autre part l'efficacité des acteurs. Alors, une année est déjà... Au niveau de l'évaluation, il se pose un problème. On ne peut pas ne pas reconnaître qu'il y a des efforts à faire. On ne peut pas ne pas reconnaître qu'il y a des efforts à faire. Nécessité de renforcer l'efficacité de l'action gouvernementale, on ne peut pas ne pas le reconnaître. On peut prendre en compte, par exemple, la question relative aux infrastructures, par exemple. Ne serait-ce que cette question-là, on a vu qu'il y a eu des débats au niveau du Parlement. Il y a des efforts à faire. On a vu que le ministre d'État à la justice, qui aussitôt venu a l'avantage, bien entendu, d'être animé par une véritable énergie, une volonté d'aller de l'avant. Mais on a vu comment, dans une certaine mesure, il a un tout petit peu été refréné dans sa dynamique. Problème d'approche, très probablement, parce que tout de suite on a vu la confrontation qu'il a eue avec le corps des magistrats, qui a certainement perçu l'approche de Monsieur le ministre d'État comme étant un affront au corps et non aux individus qui éventuellement pourraient être au sein de ce corps-là relativement ou fondamentalement des brebis galeuses. Alors, vous avez vu comment est-ce que lors des états généraux de la justice, par exemple, les conclusions ont été... il y a eu des voix discordantes dans la clarification. Donc, on peut comme ça citer quelques éléments, tout en indiquant que des efforts sont clairement faits. Et les deux niveaux
d'action où je considère que le chef de l'État est en grande dynamique, c'est l'axe diplomatique, mais également la détermination dans la montée en puissance de nos forces armées. C'est vrai que depuis une semaine, nous sommes confrontés à une stratégie, à une pression des ennemis, mais lorsque vous faites une marche en arrière, parce que c'est une guerre qui est trentenaire, vous vous rendez compte que aussi bien au niveau du discours politique, parce que c'est fondamental le discours, qu'au niveau de la culture, de la fierté et citoyen, parce qu'il est le premier d'entre nous, et la fierté en tant que père de la nation, vous voyez, vous sentez qu'il y a une dynamique, laquelle dynamique rejaillit sur les forces armées, et on sent qu'il y a de la résistance, et nous ne doutons pas que nous allons avancer très positivement. Et sur le volet diplomatique, le chef de l'État qui l'a toujours indiqué à plusieurs reprises, la direction d'un État au sein de la communauté mondiale des États requiert une réelle présence. Et la RDC a longtemps été effacée, absente de ce concert pour un pays comportant un rôle central au sein de ce concert des nations. Eh ben, il était important, et on voit comment est-ce qu'il y a une influence, une incidence notable sur ce plan-là, qui fait qu'aujourd'hui, nos agresseurs qui étaient par le passé, qui avaient tendance par le passé, qui avaient l'habitude par le passé à afficher un certain zèle, une certaine suffisance, commencent à faire preuve d'un certain essoufflement, ils trahissent certaines peurs. Donc on peut de ce point de vue-là considérer qu'il y a des acquis tangibles, peut-être parce que justement sur les questions de la diplomatie et sur les questions des armées, il a une responsabilité plus active, alors on le dira. Après cette évaluation, là vous étiez en train de faire l'évaluation, je reviens à ma question, c'est de savoir maintenant après les 4 prochaines années, comment est-ce que vous les entrevoyez? Alors, les 4 prochaines années, si j'étais conseiller de Son Excellence Monsieur le Président de la République, ou si ma petite voix pouvait lui parvenir d'une manière ou d'une autre, je recommanderais au chef de l'État l'activation de ce que j'appelle le quintet de gouvernement efficient. Ce quintet-là est constitué de 5 leviers gouvernementaux cruciaux. Le premier levier, c'est le levier de la sécurité, qui intègre les questions liées à l'armée, sécurité des frontières, les questions liées à la sécurité intérieure, l'ordre public. Ça, c'est un premier levier fondamental, et qui d'ailleurs fait, en parlant de l'évaluation, qui fait que l'efficacité de l'action gouvernementale pâtit également du fait des menaces sécuritaires, des dangers sécuritaires auxquels nous sommes soumis, qui fait que finalement l'énergie et la concentration de l'action gouvernementale est quelque peu dispersée. Et donc ça, c'est fondamental, et nous sommes très heureux et nous saluons la détermination toujours affirmée du chef de l'État de dire le Congo est un grand pays, 2 345 000 quelques kilomètres, plus de 100 millions d'âmes. Nous ne pouvons pas courber l'échine face à une petite bourgade. Nous ne le pouvons pas, et nous ne pouvons pas ne pas nous permettre. Ça, c'est le premier levier sur lequel il faudra qu'il continue d'insister, de renforcer. Le deuxième levier de ce quintet-là, il tient à la problématique de la qualité de la justice. Pourquoi? Parce que
la qualité de la justice a un double ou un triple impact sur l'ensemble de l'action de gouvernement de l'État. Le premier impact, il tient à la garantie de paix sociale et de quiétude, d'harmonie sociale. Lorsque la justice est rigoureusement administrée, elle a une incidence, elle garantit une paix, une cohabitation et une sérénité en même temps qu'une sécurité des peuples. Et c'est comme ça que tantôt j'évoquais en saluant nonobstant justement les petites incongruités qui ont de parcours qui malheureusement ont, dans une certaine mesure de mon point de vue en tout cas, affaibli cette dynamique de départ. Nous avions salué comment le ministre d'État à la justice s'était déterminé. Et puisque vous parlez de la justice, est-ce que vous appréciez un peu le fonctionnement du CSM, du CSM, Conseil supérieur de la magistrature? C'est aussi ça les grands travail, hein? Il y a le Conseil supérieur de la magistrature est une institution clé de notre système judiciaire qui a été mise en place pour garantir l'indépendance de la magistrature, hein, du pouvoir judiciaire. Et je ne me permettrai pas de juger cette institution au fonctionnement assez complexe. Parce qu'aujourd'hui, il faut se le dire, le ministre de la Justice veut intégrer le Conseil supérieur de la magistrature. C'est qui vit pour d'autres personnes pensent que cela entacherait l'indépendance de la justice. Voilà. J'ai suivi le débat. Mon point de vue serait relativement opposé à celui de Monsieur le ministre d'État. Parce que sa participation, son intégration au sein du Conseil intégrerait, bien entendu, ouvrirait une brèche. Ce serait une brèche ouverte à l'exécutif dans ces corps qui a été voulu au terme de l'architecture, de l'esprit de la Constitution actuelle, un pouvoir autonome qui, bien entendu, dispose avec les autres corps des mécanismes de collaboration. Alors, mais la question, l'ouverture ou l'hypothèse que je trouvais exploitable était celle où le chef de l'État, qui est, du fait de ses fonctions, le magistrat suprême, qu'il intègre ce corps suivant un mécanisme à mettre en place. Ça, c'est une hypothèse que moi, je pourrais explorer, mais bon, je suis expert en sciences politiques. Ce sont des questions, bien entendu, qui tiennent au gouvernement de l'État et qui ont bien entendu une ouverture sur les sciences politiques, mais bon, c'est de l'expertise des juristes. Mais voilà, c'est une parenthèse. Et donc, voilà. Vous voyez, vous parlez des quintés. Voilà. Et donc, si la justice qui garantit donc cette sécurité et cette sérénité là, c'est un levier, mais également un cadre judiciaire apaisé, efficient, est une opportunité pour le déploiement efficient d'un cadre socio-économique également tout aussi efficient, parce que ça procure aux investisseurs des assurances certaines, ce qui n'est pas toujours malheureusement le cas, parce que l'une des récriminations et des pesanteurs qui font que notre économie, notre environnement économique patine et que nous effrayons parfois certains investisseurs, c'est justement ces faiblesses de notre système judiciaire. Et donc, vous voyez que si la justice fonctionne bien, il y a, je répète encore, cette garantie de sécurité, mais d'un autre côté, des facilités qui sont ouvertes pour le développement économique du pays. Alors, en dehors du levier sécuritaire qui comprend la police et l'armée, le volet la justice, la qualité de la justice, il y a le levier lié à l'agriculture. Le levier lié
à l'agriculture. On en parle trop. Hein. Voilà, on ne peut qu'en parler parce que l'agriculture, pour un pays nanti du potentiel comme le nôtre, est un privilège de la nature. Parce que un peuple qui s'alimente mal, bien entendu, perd son énergie. Pendant que on connaît le peuple congolais comme un peuple très très dynamique, mais qui souvent est réfréné dans son dynamisme à cause notamment des problèmes alimentaires. Il faut savoir nourrir les bouches congolaises en ouvrant tous les axes. L'agriculture, l'élevage, la pisciculture, etc. Lorsque nous atteignons l'autosuffisance alimentaire, nous parvenons non seulement à nourrir les Congolais, à garantir la sécurité, je finis par là, la sécurité alimentaire, ce qui permettra de mettre les gens au travail dans un cadre où, comme je l'ai dit, dans un pays en paix, intérieur et extérieur, dans un pays qui connaît une paix judiciaire, et donc ce peuple-là va se mettre au travail. En même temps que cette sécurité alimentaire va constituer en même temps un levier économique important. Vous n'avez qu'à vous rendre compte de l'incongruité qu'il y a pour un pays comme la RDC, qui a autant de terres arables, des terres aussi fertiles, mais qui importe du riz. Qui importe du riz d'où? Du Pakistan, par exemple. Vous voyez? Alors, vous faites une évaluation rapide des tonnes de riz, juste ça, des tonnes de riz que nous importons, vous vous rendez compte que ces ressources-là auraient pu être réinvesties autrement, ou auraient permis à enrichir, à relever la richesse nationale si le Congo pouvait lui-même produire ce riz-là pour alimenter ses bouches. Vous comprenez cela? Et donc, ça, c'est un levier également fondamental. À côté de ça, en plus de ces trois premiers leviers, le quatrième levier, tout aussi fondamental, il tient à l'enseignement. Parce que il faut former, il faut instruire le peuple. Vous voyez aujourd'hui, à l'ère des technologies du numérique, c'est le savoir, c'est l'économie du savoir qui constitue le levier fondamental de la richesse des nations. Quand vous analysez les 5, voire les 10 entreprises multinationales mondiales, les plus grandes multinationales, les 5 premières sont des multinationales qui travaillent dans l'économie du savoir. Vous ne voyez apparaître qu'à la 7e position, c'est la société saoudienne du pétrole, la première entreprise qui travaille sur les ressources, les matières premières. Toutes les autres, vous prenez Microsoft, vous prenez Google, vous prenez Apple, vous prenez tout ce monde-là, ils sont l'homme le plus riche aujourd'hui, Elon Musk, et il travaille, voilà, c'est l'industrie du savoir, c'est l'économie du savoir qui est un levier, et il est fondamental que l'on travaille à relever la qualité de notre enseignement, qui, il faut le reconnaître, est assez au rabais. Assez au rabais, et sans des citoyens suffisamment formés pour aller à la confrontation des autres dans cette bataille de l'affirmation, de la construction de la richesse des nations, bien entendu, nous allons rester subissant les influences, les dictates, les inventions des autres, et toute la croissance que nous pourrions réaliser, bien évidemment, va être retournée vers l'étranger. Et c'est comme ça que vous avez vu, 2011 à 2015, sous le Premier ministre Matata, on a reconnu, on a vanté un relèvement
des progressions des cadres, une stabilité remarquable du cadre macroéconomique, mais qui ne s'est pas transformé en richesse tangible parce qu'il y avait notamment un problème, une faiblesse en termes de qualité de notre main-d'œuvre. De sorte que toutes les industries, parce que c'était principalement au niveau de l'industrie, qu'on appelle ça, l'industrie tertiaire, hein, non primaire, les matières premières, minières, pardon. Donc, n'ayant pas une main-d'œuvre qualifiée strictement congolaise, nous n'avons pas été capables de recycler l'épargne au niveau national pour que cette épargne entretienne la richesse, ce qu'on appelle le PNB, le produit national brut, etc. Tout ce que nous avons produit étant généré par des entreprises étrangères était réorienté vers l'étranger parce qu'en même temps la main d'œuvre, vous allez même avoir, ça c'est, je sors un peu, même dans le cadre des financements que dont nous bénéficions de l'étranger, très souvent l'expertise c'est celle qui vient de l'étranger et cette expertise est payée et récupère déjà le tiers des financements qui nous sont reversés et ça laisse un vide criant. D'où la nécessité du renforcement de ce levier-là. Et enfin, le troisième levier de ce quintet, c'est le levier culturel. Le cinquième. Qui constitue le levier sécuritaire en amont, en front office, le levier culturel en back office. C'est un peu la porte, la culture. La culture qui constitue le substrat fondamental de l'existence, le substrat fondamental de l'expression de l'identité d'un peuple et donc le ciment de la nation. Parce que la culture permet au peuple de se connaître. Nous sommes Congolais. Qu'est-ce qui fait de nous des Congolais? Qu'est-ce qui fait de nous des Congolais différents des Rwandais, par exemple? C'est la conscience en cette identité-là qui fait que, nonobstant des difficultés, un peuple est capable de braver et d'avancer parce qu'il a la conscience de l'engagement, du lien profond qu'il a avec sa nation. Mais cela doit être communiqué. C'est le rôle, justement, du ministère de la Culture qui, nous pensons qu'il y a des efforts à faire à ce niveau-là. Ça doit être un rôle de l'éducation, de la construction, justement, et de la consolidation de cette identité nationale au travers aussi bien des supports de mémoire, parce qu'un peuple est fort du fait de sa mémoire. La force d'un peuple, c'est sa jeunesse. Parce que c'est sa jeunesse qui constitue l'avenir. Et ce jeune-là, qui demain est chef de l'État, qui est commandant des opérations à Bunagana, par exemple, c'est quoi qui va le déterminer à dire « jamais je peux céder un centimètre de la terre de mes ancêtres ». Si, tout le temps où il a vécu, on ne lui a communiqué au niveau culturel que sa faiblesse. Pour dire, nous ne sommes rien, notre armée n'est rien, nous n'avons jamais été capables de rien. Et écoutez ce qui s'est dit, ce qui est dramatique. Nous ne sommes qu'un peuple des danseurs et des buveurs. Alors, vous imaginez que l'enfant, cet enfant qui est né il y a 10 ans, qui a vécu et grandi autour de cette expression, cette reconnaissance, cette méconnaissance-là du soi. Mais demain, il est chef de l'État. Demain, il est chef d'entreprise. Demain, il est commandant face à un Rwandais à qui on a appris faussement que des bouts, des provinces entières de la RDC sont rwandaises. Vous imaginez la construction du complexe dont lequel sera on va dire, baignera cet enfant-là, qui n'aura pas des ressources. Parce que la culture, c'est même une dimension spirituelle. C'est le soubassement de l'âme d'un peuple.
Alors que lorsque vous construisez la mémoire autour des héritages et des moments glorieux, des grandes batailles remportées, pour le cas par exemple, parce que nous sommes en plein dans la question militaire, des grandes batailles remportées par les aïeux, à l'époque force publique. Nous avons été aux 2 guerres mondiales. Nous avons remporté des batailles face à des armées aguerries occidentaux, à Gambela, d'où les noms, en Abyssinie, il y a plusieurs grandes places. Comme ça que vous voyez la place de la force publique qui aujourd'hui devrait être un lieu de mémoire fort où on emmène nos enfants pour leur montrer que nos ancêtres se sont battus et ont gagné. Mais on peut se poser la question, combien de batailles les Rwandais ont gagné dans l'histoire militaire de l'Afrique? Nous sommes déjà 8e armée de l'Afrique. Vous voyez, l'histoire récente, est-ce qu'on parle suffisamment aux enfants de Boudjamabé, paix à son âme? Est-ce qu'on parle suffisamment aux enfants de Mayele Liom? Est-ce qu'on parle suffisamment aux enfants de Mamadou Ndala? Tout ce qu'on nous parle aux enfants, ce sont nos faiblesses. Donc il faut vraiment améliorer ça c'est fondamental. C'est fondamental. Et je dirais même que, c'est pour ça que j'ai dit, il y a l'armée et la sécurité intérieure, il y a la diplomatie, et en back-office, il y a la culture, parce que tous les déploiements diplomatiques qu'assure avec brio le chef de l'État, il y a une véritable campagne qui est portée par le chef de l'État, soutenu, je le salue, le ministre Mouyaya, hein, dans l'effort de changement de narratif sur la RDC. Ça, c'est de l'ordre de la communication. Mais il faut consolider et léguer ces acquis-là. Il faut les consolider par des repères de mémoire, par des repères de diffusion de ces acquis, mémoire, culture, enseignement. Vous comprenez le sens du trio, du quintet dont je parle? Mais pour finir, et c'est là que je chute, parce que vous comprendrez bien que, en mon sens, le ministère de la Culture, qui aujourd'hui est dans la structure gouvernementale, le dernier ministère, si ma petite voix pouvait être saisie ou parvenir au chef de l'État, non, je pense que, Excellence, Monsieur le Président de la République, dans les efforts qu'il mène, il y a des réformes institutionnelles de cette nature-là. Le ministère de la Culture, dans un contexte spécifique, d'ailleurs d'un pays en guerre, depuis 30 ans comme le nôtre, on a déconstruit l'identité. On a déconstruit l'identité. Il faut que le ministère de la Culture soit un ministère d'État. Avec parce que c'est le socle même. Vous comprenez? Je peux vous évoquer des questions de langue. La langue qui est un vecteur de puissance. Aujourd'hui, la France, elle est puissante. Pourquoi? Les États-Unis, par les anglo-saxons, sont devant. Pourquoi? Parce qu'ils portent une langue. Or, aujourd'hui, le lingala est une langue qui porte au travers de notre musique. Fondamentale. Ce sont des leviers de projection stratégique pour le pays. Fondamental. Vous mesurez, vous percevez l'enjeu, la portée de ce ministère qui ne peut pas être le dernier au rang. Ça doit être l'un des principaux ministères au niveau, à défaut d'être une vice-primature, être au moins un ministère d'État. Parce que au-delà de ces constantes d'ordre stratégique, il y a une constante fondamentale d'ordre économique. Les gens ne le perçoivent pas, ne le savent peut-être pas. Je travaille dans mes autres activités au ministère de la Culture depuis bientôt plus d'une décennie. Je ris toujours lorsque nous allons en conférence budgétaire et pour dire que la culture, qu'est-ce que la culture apporte au budget de l'État? Mais c'est pas possible. Allez évaluer le budget de la France, évaluer le budget du Maroc, évaluer le budget des États-Unis.
voyez, je vais un peu revenir légèrement en arrière, la guerre du Vietnam. Les États-Unis ont perdu la guerre. Mais quand vous regardez Rambo, nous avons grandi avec quoi? N'est-ce pas? Avec la puissance. Les Américains vont toujours et l'emportent toujours. Vous suivez Delta Force. C'est des vecteurs de puissance. Il y a des leviers spirituels qui peuvent sous-tendre et soutenir, asseoir en appui à la dimension diplomatique et militaire, la puissance, la projection stratégique. Et j'étais en train de parler du volet économique, parce que en parlant des budgets de ces États-là, vous allez mesurer la part de la culture dans le budget de la France, par exemple, dans le budget du Maroc, par exemple, dans le budget des États-Unis, dans le budget de la Corée du Sud, par exemple, dans le budget de la Chine. Vous voyez, ce sont des parts substantielles. Pourquoi? Parce que la culture est également une industrie à part entière. Et cela est possible d'être fait pour que, aujourd'hui, le ministère de la Culture n'ait même plus rien à envier au ministère des Mines. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Voilà le quintet que je pense, que je recommande à son Excellence le Président de la République. Je pense que si ce quintet-là est pris en compte et opérationnalisé, le temps restant du mandat va être très, très avancé pour le pays. Merci beaucoup, cher professeur. La seconde et la dernière étape de cette émission sera consacrée aux réformes constitutionnelles. C'était secret des polichinelles. Vous soutenez le changement de la Constitution. Pouvez-vous évoquer les raisons qui vous poussent à adopter cette démarche? Oui. Quand je dis vous, les citoyens. Les citoyens, voilà. Merci pour cette question, monsieur le journaliste. Avant d'y répondre, j'aimerais revenir sur une petite chose que je pensais avoir relevée en mettant en connexion les leviers militaires, parce qu'on est en pleine guerre, nous sommes en pleine guerre, et les leviers culturels, et parce que justement vous avez parlé de les citoyens, dans l'ensemble des dynamiques que nous engageons. Je disais en introduction que le citoyen travaille depuis plus de 10 ans maintenant dans l'éducation, la sensibilisation citoyenne sur toutes les questions qui touchent à l'intérêt supérieur de la nation, à l'autoprise en charge du Congolais, pour indiquer que nous avons prévu semaine prochaine, et pour un cycle qui ne va pas s'arrêter jusqu'à preuve de l'action tangible, de l'engagement effectif des puissances, des États, des puissances de la communauté internationale. Nous avons prévu, en appui, pendant que nos forces armées sont en train de se battre avec bravoure, tous mes respects et toutes mes considérations à l'ensemble des unités, que ce soit au niveau stratégique, que ce soit au niveau opératif, que ce soit au niveau tactique, qui sont en train d'accomplir leur devoir, au regard de leur engagement, du sacrifice jusqu'au sang pour la nation, sans lesquels aujourd'hui nous serions des esclaves de cette bourgade. Et donc pendant qu'ils se battent au front, pendant que le chef de l'État se déploie au niveau diplomatique avec l'ensemble de son gouvernement, nous avons pensé, nous pensons, nous citoyens, que nous devons agir au niveau civique, au niveau civil. C'est comme ça que nous allons lancer, courant de semaine, le temps de boucler les procédures administratives d'information conformément à la constitution des autorités administratives, une série de marches de dénonciation qui vont nous conduire auprès des représentations diplomatiques et l'ensemble de ces puissances des États qui, d'une certaine façon, se rendent coupables et complices par inaction ou par engagement réel vis-à-vis de
des agresseurs. Et donc, il sera question pour nous de dénoncer cette duplicité, ce deux poids, deux mesures, et d'indiquer, d'attirer l'attention sur la menace qui pèse sur la sécurité mondiale tant qu'aujourd'hui la question congolaise n'est pas réglée. Parce que 30 années de massacre des Congolais, imaginez plus de 15 millions de Congolais morts, des millions de femmes violées, des milliers de déplacés. Évidemment, nous devons, nous citoyens, pendant que nos forces armées se battent, pendant que nos compatriotes qui sont à l'Est vivent la peur dans le ventre, nous puissions exprimer notre soutien. C'est comme ça que, comme je disais, nous allons organiser cette série de marches de dénonciation et de soutien, mais qui vont se tenir chaque semaine. Nous allons tenir comme ça, et c'est d'ailleurs l'occasion, nous saisissons l'occasion de votre plateau pour en appeler à la mobilisation de l'ensemble des forces vives de la nation, de venir se joindre à le citoyen pour mettre en place une synergie d'action citoyenne pour dénoncer et démontrer à la face du monde la détermination des citoyens congolais à bouter l'ennemi dehors. La détermination des citoyens congolais à soutenir nos forces armées et le commandant suprême dans cette démarche. La balle s'ouvre quand? Ça s'ouvre vendredi. Vendredi, et nous allons reprendre comme ça chaque semaine. Et nous allons travailler avec l'ensemble des partenaires et des concitoyens pour que l'action s'étende, la toile d'araignée se déploie sur l'ensemble des grandes villes à travers le pays. C'est le message que nous lançons. Le citoyen porte cette dynamique-là. Parce que imaginez que vendredi, ici à Kinshasa, nous nous mobilisons des milliers. En même temps, à Kisangani, à Lubumbashi, à Mbujimaï, à travers le pays, à Goma, il y a une telle mobilisation. Vous imaginez que ça va impacter la prise de conscience sur cette question-là particulière, parce que, et c'est là que je vais un peu par rapport à cette petite rétrospective, rétrospective chutée, pour révéler ou dévoiler la malice, l'astuce stratégique du Rwanda. Pourquoi est-ce que la pression que nous ressentons aujourd'hui sur le champ de bataille est amplifiée? Et c'est là également que je loue le chef de l'État, l'ensemble de nos forces déployées, l'ensemble des forces d'autodéfense, les Wazalendo. Comment est-ce que nous contenons cette pression-là? C'est parce que il a compris une chose. De tout temps, ce sont les démocrates c'est au mandat des démocrates que éclatent généralement des guerres à travers le monde. Les républicains, quand ils arrivent, eux, ils sont des businessmen. Et quand vous avez un président comme Donald Trump, qui est businessman dans le sang, vous n'avez qu'à vous rendre compte déjà de la pression qu'il met sur la Russie, la pression qu'il a mis sur Israël et le Hamas pour régler l'ensemble des conflits. Eh bien, le Rwanda malicieux a compris ça. Parce que le Congo étant un levier important dans la géostratégie mondiale, Donald Trump et les États-Unis ne vont pas laisser que cette instabilité persiste. Il va imposer un cessez-le-feu. Et il sait que la RDC a tracé une ligne rouge. On ne négocie pas avec les terroristes, les traîtres locaux. Alors, en mettant, c'est comme ça qu'ils ont jeté toutes les forces dans la bataille pour gagner une grande victoire, une grande bataille, récupérer une grande ville, pourquoi pas Goma, Beni, Butembo, et de cette façon-là, démontrer à la face des puissants, et principalement Donald Trump, l'incapacité de la RDC à assumer la réhabilitation de notre intégrité territoriale. C'est la pression qu'il est en train de mettre sur Zelensky. Parce que, bon, il perd du terrain face à Trump et il lui dit, bah, monsieur, bah, tu n'as pas là, les capacités suffisantes, bah, il faut un règlement de conflit rapide. Et c'est pour cette raison que, justement, l'ensemble des forces vives doivent comprendre ça, appuyer fermement nos forces de défense et de sécurité, ainsi que nos compatriotes d'autodéfense, appuyer le commandant suprême
pour que l'ennemi ne traverse pas, pour qu'on le boute. Et de cette façon-là, nous allons manifester, traduire la puissance de feu congolais, la puissance de feu congolaise, et de cette façon, notre option stratégique va s'imposer. Voilà, c'est vraiment un tour de passe-passe qui nous expose à une perte de face qui peut être lamentable. Et vous imaginez comment est-ce qu'ils vont chanter sur nos faiblesses alors que nous ne sommes pas faibles. Et en parlant de la culture, je peux encore revenir pour dire, mais est-ce qu'on apprend encore à nos enfants qu'il y a eu Makobola, massacre? La culture, la mémoire. Est-ce qu'on apprend encore à nos enfants qu'on nous a massacré plus de 16 millions de Congolais? La mémoire. Nos enfants ici à Kinshasa ont l'impression qu'il est dans la paix, il est là, c'est lui qui a un peu de moyens, il va à un parc de jeux, c'est lui qui n'a pas de moyens, bon, il va dans sa débrouille. Mais un enfant comme ça, c'est lui qui deviendra demain le directeur général que vous êtes, demain le professeur que je suis, après-demain le ministre ou le chef de l'État. Mais cet enfant qui ne sait même pas qu'on a massacré son peuple. Et donc, on voit clairement que le ministère de la Culture a un grand rôle à jouer. Un rôle central. Alors, on revient sur la question du changement de la Constitution. Vous vous souvenez que j'ai justement évoqué... Ils disent que ce n'est pas le moment d'en parler puisque le pays est agressé. Partagez-vous cet avis? Bien au contraire. C'est justement en ce moment où le pays se trouve dans cette situation que nous avons à faire une véritable analyse froide de notre structure, de l'ensemble de notre architecture institutionnelle. Et le besoin de révolution constitutionnelle ne pouvait pas mieux se justifier qu'en ce moment-ci. Je vous ai démontré les incongruités liées à la faiblesse de notre système politique, de notre régime politique, où le chef de l'État, qui est censé exécuter sa vision, son programme de gouvernement, à la faveur duquel il avait été élu, lequel programme, parce qu'on parlait tout à l'heure de bilan, il sera appelé à défendre au terme de son mandat. Mais vous voyez qu'il n'a pas l'ensemble des leviers de gouvernement. Il a des mains liées, je disais, par on va dire les rapports de force politique. On va dire, ce sera une réponse pertinente, qu'il s'agit de l'équilibre des pouvoirs qui avait été voulu en voulant se prémunir des travers des régimes antérieurs. Notamment la dictature sous le président Mobutu qui avait concentré entre ses mains l'ensemble des ressources du pouvoir. J'ai dit oui, ça peut se comprendre. Mais vous devez faire un choix, une chose ou une autre. Il s'agit ici de l'efficience et de la qualité du gouvernement de l'État. Je parlais tout à l'heure du cadre et des modalités du choix du chef de l'État. Programme de gouvernement soumis à l'approbation du peuple et vote. Mais vous vous rendrez compte qu'une fois élu, ce n'est pas le chef de l'État qui gouverne. C'est le Premier ministre qui assure le gouvernement exécutif du pays, quoique l'exécutif soit bicéphale. Mais l'ensemble des actes du chef de l'État, sur lesquels il a une certaine compétence constitutionnelle, sont liés par le contre-saint. Faut un contre-saint. Vous vous rendez compte? Et donc, nous disons que il faut réarticuler ce mécanisme de gouvernement pour nous conférer un régime qui permette de garantir l'efficience et la qualité du gouvernement. À défaut d'un régime présidentiel, parce qu'en ce moment-là, le chef de l'État qui aura été élu sera responsable de son action en ayant, un peu comme aux États-Unis, un cabinet
des ministres qui répondent directement de lui, et à partir de ce moment-là, il répondra en fin de mandat de son bilan. Ou alors, à défaut, un régime parlementaire. Voilà. Professeur, je vois que vous avez beaucoup de choses à dire sur la Constitution, mais je pense que nous allons organiser une deuxième partie de cette émission pour que les gens consomment en fait tout ce que vous avez parlé. Comment est-ce que vous avez parlé? Vous avez intitulé ça les quintés de... Le quintet de la dynamique de la qualité de gouvernement de l'État. La qualité du gouvernement. Ouais. Pour que les gens consomment également vos avis autour de la guerre de l'Est. Vous avez évoqué beaucoup de choses très très pertinentes ici, inédites d'ailleurs. J'aurais préféré qu'on tourne une émission essentiellement où on parle constitution, on entre en détail, puisqu'on risque d'avoir plus de 2 heures ici. Est-ce que vous me le permettez? Bien entendu, parce que le média, c'est le temps. On ne peut pas s'étendre indéfiniment parce que la question de la Constitution, parce que lorsqu'on évoquait, par exemple, le seul aspect, parce que ce n'est pas le seul aspect que nous, voilà, il y a plusieurs. Ouais. Comprendre que vous avez voilà. Et donc, quelqu'un pourrait dire, mais est-ce que pour cela, il ne faut pas simplement modifier la Constitution? Il y a une justification derrière. D'où l'intérêt, je suis bien à votre disposition. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous étiez nombreux à suivre cette émission à travers le pays d'abord et à travers le monde. Je pense que nous aurons encore le professeur très bientôt pour qu'on parle constitution. Aujourd'hui, c'était seulement faire l'évaluation de la gouvernance du chef de l'État, mais également faire des projections pour les 4 prochaines années. Et le professeur s'est apaisanti sur la situation de l'Est. Il a parlé, il a démontré comment est-ce que la culture peut nous amener à redorer l'image de notre pays, au niveau interne surtout. Vous avez suivi, il n'y a pas de commentaires, vous allez suivre et vous allez nous envoyer vos commentaires. Nous nous retrouvons à la prochaine. Ciao.